Bonsoir à tous et à toutes. Donc, on m'a demandé d'intervenir en tant que modérateur. Fil rouge, ça fait un peu trop sévère, quoi. Alors, en préliminaire, et pour la bonne règle, je dois vous faire ce qu'on appelle, vous savez, une déclaration publique d'intérêt. Parce que dans une vie antérieure, l'équipe de recherche que j'avais l'honneur de diriger avait mis au point dans le sillage de la recherche académique une culture transgénique qui était capable de détoxifier un herbicide en le métabolisant. Il ne s'agissait certes que d'un modèle, mais déjà ce modèle, il avait suscité, alors écoutez-moi bien, l'enthousiasme partagé du ministre de l'Agriculture de l'époque, Henri Nallet, et du ministre de l'Environnement, qui s'appelait Brice Lalonde. Ils avaient fait une visite commune des essais et ils étaient partis enchantés. L'écologie, à cette époque-là, bien qu'elle était un parti politique déjà, mais ce n'était pas une doctrine irrationnelle. Alors, vous connaissez la suite. Que d'invectives, d'exagérations, de contre-vérités, d'anathèmes proférés contre les chercheurs et les entreprises engagées dans cette voie, dont incapables de convaincre mes concitoyens. Mon objectivité de ce fait-là étant toujours contestée, je me suis alors abstenu d'intervention publique sur ce sujet. Ceci étant dit, je me réjouis quand même d'être parmi vous aujourd'hui et je vais essayer de jouer le rôle de Monsieur Loyal en espérant que ça ne va pas finir par le cirque. C'est jamais. Voilà, donc alors quelques mots d'introduction concernant le sujet d'aujourd'hui et en particulier les possibilités offertes d'accroître la biodiversité par la transgénèse et les organismes génétiquement modifiés. Alors, pour le règne végétal, vous savez, il y a 40 000 ans que l'homme a essayé, a commencé à adapter les plantes à ses besoins. D'abord et longtemps par la sélection massale pendant des millénaires, puis il y a 2 siècles par la sélection dirigée intrapopulation. Et ceci, on le doit à Louis de Villemorin. Plus récemment, se sont développées des techniques permettant des croisements interspécifiques, comme le sauvetage d'embryons immatures, et depuis les années 80, la transgénèse a permis l'insertion d'un gène dans un génome sans faire appel à la voie sexuée et a ouvert un énorme champ des possibles pour la sélection. La transgénèse, bien sûr, résulte d'un enchaînement de découvertes qui ont permis d'intervenir sur le génome des organismes vivants pour en modifier l'expression, c'est-à-dire les caractéristiques et les propriétés. Ceci pour tous les êtres vivants, pour les plantes, les micro-organismes, les animaux ou les humains, si l'on considère la thérapie génique. Ceci a été possible grâce à de formidables découvertes qui ont été récompensées, vous le savez tous, par de nombreux prix Nobel et qui ont permis d'intervenir de plus en plus précisément sur le génome. On peut citer entre autres les enzymes de restriction, la recombinaison homologue, les promoteurs spécifiques ou inductibles et plus récemment les nucléases qui reconnaissent des séquences spécifiques d'ADN, les méganucléases, les nucléases en doigt de daim, etc., les TALENG et les script, autres acronymes dont on va vous parler par la suite. Alors, pour illustrer ces possibilités, cet après-midi, il est prévu plusieurs exposés. C'est des personnalités qui vont intervenir, elles font autorité dans ce domaine. Alors, le premier exposé, il est relatif à une mise à niveau concernant les dernières découvertes pour améliorer les techniques de la transgénèse. C'est important, je pense, parce que cet exposé a pour but de répondre un peu à certaines interrogations, parfois légitimes, comme la localisation du gène introduit, ses conditions d'expression, son influence sur l'expression des autres gènes, etc. Donc je pense que là, nous aurons une bonne présentation pour nous expliquer tout cela sur la sécurité qu'on a au niveau aujourd'hui des technologies de transgénèse. Le deuxième exposé sera un exemple d'augmentation de la biodiversité. Alors, comment ? En complétant une voie de biosynthèse dans une plante
pour lui permettre d'accroître sa valeur nutritive. Alors, il concerne l'utilisation du riz pour la supplémentation de la vitamine A pour les personnes déficientes. Et là, il s'agit tout simplement, si vous voulez, de terminer une biosynthèse qui est entreprise par la plante. La plante l'arrête au géranyle diphosphate et pour la conduire au bêta-carotène, il suffit de rajouter 3 enzymes, c'est-à-dire 3 nouveaux gènes. Ensuite, nous aurons des exposés sur les micro-organismes. Donc, dans les micro-organismes, bactéries ou levures, l'introduction d'un gène d'intérêt est plus facile. Pourquoi? Parce qu'on s'affranchit du processus de régénération. C'est-à-dire que quand on travaille sur des plantes, on travaille sur des cultures de cellules, et puis ensuite, il faut régénérer la plante entière, et ceci peut être un facteur limitant, comme dans le cas du maïs, par exemple, où il faut faire toute une série de rétrocroisements pour arriver jusqu'à la plante élite. Ainsi, ce troisième exposé, relatif à ce domaine, est un exemple d'utilisation de la levure pour la fabrication d'un précurseur de molécules que l'on trouve dans l'armoise naturelle, qui a des propriétés antipaludéennes, c'est l'artémisinine. L'artémisinine. Voilà, ça y est. Cela, ça se fait en ajoutant 2 gènes. Alors, pourquoi une production synthétique, vous allez me dire, d'une molécule vu qu'elle est naturellement produite par des plantes? La réponse, pour moi, me paraît évidente. Vu le nombre de personnes souffrant du paludisme, cette production régulière est indispensable. Elle permet d'obtenir la molécule en quantité suffisante en s'affranchissant des aléas climatiques et de leurs conséquences. Alors, ensuite, nous enchaînerons par un exposé qui illustrera une forme particulière de modification génétique au niveau des bactéries. Alors, grâce à la plasticité de leur génome, qui accepte, dans le cas des bactéries, on peut remplacer donc une nucléobase naturelle par une nucléobase artificielle, soit même l'addition d'une paire de nucléotides synthétiques. Et nous verrons qu'il est possible, par cette voie, de créer de nouveaux circuits biologiques, c'est la biologie synthétique. Voilà. Et ces organismes vivants artificiels, déjà je vous rassure, ainsi créés pourront offrir d'ailleurs une très grande biodiversité, mais ils seront totalement captifs par leurs besoins nutritionnels, étant donné qu'on leur donne une nourriture artificielle qui est indispensable pour leur survie. Voilà, donc vous l'avez vu ces derniers temps, et dans ce domaine, dans le domaine de la transgénèse, dans le domaine des plantes, des OGM, la science évolue très rapidement et il est difficile pour nos contemporains d'en apprécier les bénéfices potentiels. Dans le contexte d'une information qui est bien souvent malheureusement non objective et partisane, ça incite plutôt à la méfiance et pour les élus, la prise de décision aujourd'hui demande de leur part un certain courage. Les personnes en charge d'éclairer ces décideurs ont, à mon avis, un rôle très important dans ce contexte. Et nous aurons un exposé qui concerne l'évolution attendue des textes réglementaires et des pratiques commerciales concernant les OGM. J'espère qu'il sera porteur d'espoir. Puisse-t-il contribuer à enrayer le déclin de notre vieille Europe dans ce domaine. Alors, nous allons donc examiner successivement, comme je vous le disais, des OGM de plantes, de levures, de bactéries. Je pense que dans un prochain colloque, il faudra s'intéresser aussi aux cultures de cellules de mammifères, parce que c'est un domaine qui est en pleine explosion aujourd'hui avec l'enzymothérapie, et elle permet de soigner les maladies orphelines avec administration de l'enzyme recombinante humaine. Et nous avons un fleuron de l'industrie avec Genzyme en particulier qui maîtrise très bien ces technologies, et ça constitue, à mon avis, si vous voulez, les prémices de la thérapie génique. Voilà ce que je voulais vous dire en introduction pour situer l'après-midi. Et sans plus tarder, je crois que je vais donner la
la parole à notre premier orateur, qui est donc Francis Quétier,